la parole au professeur Pierre Collinet, qui travaille à Lille et qui est un des experts français gynécologues du robot. Et bien sûr, la question s'est toujours posée de savoir s'il y avait un intérêt à utiliser le robot dans cette chirurgie difficile qu'est l'endométriose, et pas seulement dans l'oncologie. Merci Pierre. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis très honoré de venir parler ici. Je tiens à saluer l'un de mes maîtres, le professeur Richard Villet. Donc, je vous traite aujourd'hui de l'intérêt de la chirurgie robotique dans l'endométriose profonde. Nous avons développé un programme de chirurgie robotique à Lille depuis 10 ans maintenant, en focalisant pour la chirurgie gynéco sur deux indications, tout d'abord sur l'oncologie et également sur l'endométriose pelvienne profonde. En introduction également, je déclare que nous avons une seule vacation hebdomadaire depuis ces 10 ans et que nos indications sont principalement réalisées par chirurgie laparoscopique conventionnelle, et nous sélectionnons certaines indications qui potentiellement peuvent avoir un bénéfice pour l'assistance robotique. Et enfin, dernier point, donc je déclare un conflit d'intérêt également avec la société Intuitive qui commercialise le robot pour des séminaires de formation et des procédures pour former des chirurgiens novices en termes d'assistance robotique. Alors, le temps que ça se mette en place, simplement pour les non spécialistes, je débute mon topo par 2 ou 3 diapositives d'introduction. C'est bon. Voilà. Je débute mon topo par 2 ou 3 diapositives d'introduction sur le contexte de l'endométriose pelvienne profonde pour les non spécialistes. Le premier point, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que cette pathologie peut générer un impact majeur sur la qualité de vie, en particulier sur la symptomatologie algique, mais également, comme vous l'a montré mon collègue, sur la symptomatologie digestive, et que cette symptomatologie et cette altération de la qualité de vie est généralement associée à une problématique d'infertilité. Alors la littérature a clairement donné des réponses sur l'efficacité de la chirurgie, en tout cas sur la douleur. Et là-dessus, il y a de nombreuses méta-analyses qui ont montré une efficacité de cette chirurgie lorsqu'elle est réalisée de manière complète. Pour ce qui est de la fertilité, il y a plus de débats sur le sujet, et actuellement, les preuves et les niveaux de preuves sont assez faibles pour pouvoir recommander ou non cette chirurgie complète, uniquement dans un but d'optimiser la fertilité. Le dernier point dans le contexte, c'est qu'a été clairement montré par l'équipe de l'IDARAI que cette chirurgie, même colorectale, peut être tout à fait faite par voie célioscopique, et qu'en termes de faisabilité, cette faisabilité est acquise, mais également que cette chirurgie, cette voie, d'abord, est un gold standard, puisqu'on permet de réduire la morbidité périopératoire, mais également d'optimiser les résultats, que ce soit les résultats fonctionnels sur le plan de la douleur, mais également sur le plan de la fertilité. Et enfin, dernier point sur le plan du contexte, vous avez vu les différentes procédures qui peuvent amener des dissections importantes, qu'elles soient rectales ou urétérales. Et bien évidemment, cette chirurgie est grevée d'une certaine morbidité, qu'elle soit urinaire ou digestive, en particulier sur la problématique des fistules, même si clairement les taux, les incidences de ces complications ont été clairement réduites par le développement de centres experts, avec des taux par exemple de complications à type de fistule qui étaient déclarés comme étant de 10 à 15%, qui sont maintenant plutôt dans des équipes entraînées, inférieures à 5%, voire même 2% pour certaines équipes. Alors sur tout ce contexte, que peut-on attendre de l'assistance robotique? Est-ce que cet outil peut optimiser nos conditions opératoires et est-ce que cet équipement peut apporter un bénéfice patient? Alors sur le plan tout à fait théorique, bien évidemment, il y a des avantages qui semblent, sur le plan en tout cas du papier, qui semblent indéniables, en particulier sur le plan technologique. Assez moins sur la problématique de la vision, puisque vous savez que maintenant, même en célioscopie standard, on peut avoir des équipements qui... et donc une célioscopie standard en 3 dimensions, mais le véritable intérêt, c'est sur la qualité de la dissection, en particulier sur l'ergonomie chirurgicale, puisqu'on a un degré de liberté supérieur, les tremblements sont filtrés, et également donc l'ergonomie, bien évidemment, sur le plan chirurgical, est optimisée. Alors comment rattacher cet équipement à la problématique de l'endométriose? Eh bien sûr, vous l'avez vu, ce sont des tâches complexes et qui pourraient donc bénéficier de cet apport pour des procédures longues par, bien sûr, l'ergonomie chirurgicale. Néanmoins, il y a des contraintes qui sont bien sûr liées au coût, j'y reviendrai après, mais également le fait qu'il y a toute une problématique organisationnelle dans la plupart des blocs opératoires, puisque souvent c'est un équipement qui est utilisé par plusieurs spécialités, mais ça peut être également un argument en termes de développement. Il y a 2 points qui me semblent importants. À l'heure de la microcélioscopie, c'est sur la problématique de la rançon cicatricielle avec des incisions de 1 mm.
Et le dernier point, qui est également un point important, c'est sur l'absence de retour de force. Vous avez probablement déjà eu des présentations ici au sein de cette académie sur la robotique. Simplement pour vous dire qu'il n'est pas le robot, mais c'est vraiment un télémanipulateur et le chirurgien reste bien sûr maître de la procédure, puisque une fois le robot adapté au patient ou à la patiente, bien sûr le chirurgien prend place à la console pour pouvoir pratiquer lui-même l'intervention chirurgicale par l'intermédiaire de ce télémanipulateur. Quelques informations sur le contexte marketing, puisqu'il faut en parler, puisque c'est un sujet important qui pollue bien sûr cette discussion autour de la robotique. Vous savez qu'il y a un essor très important, en particulier sur le territoire nord-américain, de développement de la chirurgie robotique, principalement en urologie, mais pas uniquement, et vous le verrez sur les diapositives suivantes, aussi et surtout en chirurgie gynécologique. Actuellement en France, à peu près 90 ou à peu près 100 robots, avec une répartition privée-publique à peu près identique. Vous voyez, c'est des diapositives que j'ai eues de la société, que je n'ai pas vérifiées, mais voilà un petit peu l'évolution en termes de nombre de procédures. Vous le verrez principalement sur le territoire nord-américain, simplement pour dire que même si la chirurgie gynécologique était minoritaire en termes de répartition de procédures, vous voyez que d'année en année, en tout cas sur le volume global de procédures robotiques réalisées, la chirurgie gynéco prend une importance non négligeable, comme vous voyez sur cet histogramme. Mais il faut bien remettre les choses où elles le sont. Vous voyez que cet essor et cet engouement est quand même de manière assez claire sur cette diapositive, prédominante bien sûr en Europe, en Amérique du Nord, avec une proportion en Europe beaucoup plus faible. L'endométriose profonde a été d'emblée listée par le laboratoire comme une indication potentielle, même si sur les plaquettes du laboratoire d'Intuitive sont mis en évidence des bénéfices. Ces bénéfices clairement n'ont pas été prouvés actuellement à la littérature, comme je vais vous le montrer. Alors je vais simplement vous montrer juste une petite vidéo, si elle veut bien se lancer, même si ce n'est pas l'objet de mon topo aujourd'hui, puisque vous avez vu différentes... puisque vous avez vu différentes procédures qui ont été brillamment réalisées bien sûr par voie célioscopique standard. Simplement les avantages qu'on peut voir de cet équipement, c'est sur la précision chirurgicale, de par la stabilité de l'image. Et on peut avoir des procédures, des dissections qui sont microchirurgicales. Pour simplement vous décrire ici le cas, donc on est sur une lésion d'endométriose qui est périurétérale, avec un rein qui est atrophié et dilaté du fait de cet obstacle, avec une lésion qui est focalisée ici sur le ligament utérosacré gauche. Et donc on pratique progressivement cette mobilisation de ce nodule au contact de l'urtère gauche pour pouvoir faire cette hétérotyrolyse. Ce sont des interventions qu'on fait volontiers avec nos collègues urologues. Et lorsqu'il est indiqué une réimplantation urétérovésicale, nos collègues urologues sont très friands de pouvoir avoir justement cet équipement pour pouvoir pratiquer ces réimplantations urétérovésicales par voie célioscopique avec assistance robotisée. Vous voyez le fait qu'il y ait une qualité, une stabilité de l'image en étant tout à fait en position complètement ergonomique puisqu'on est installé dans une console. Clairement en termes de qualité de chirurgie et de précision, il y a clairement un bénéfice. De la même manière, mais je manque de temps pour pouvoir développer également ce film en termes de shaving rectal. Vous avez vu d'autres démonstrations de la part de mes collègues. Alors, sur les quelques minutes qui me restent pour cette présentation, est-ce qu'actuellement on a des preuves dans la littérature pour pouvoir montrer un bénéfice sur le plan de la réduction de la morbidité opératoire, ou est-ce qu'il y a un autre bénéfice patient? Il y a de nombreuses publications dans la littérature qui font plus l'objet d'éditoriaux ou de discussions d'experts. Et vous voyez ici, je vous ai remis ici quelques articles qui ont été publiés dans des grandes revues, mais globalement, en termes de niveau de preuve, vous allez voir sur les diapositives qui suivent que globalement, en termes de niveau de preuve, cette littérature reste assez pauvre. Le premier registre que je vous ai mis ici, c'est un registre que j'avais eu la chance de coordonner au sein de la Société européenne de robotique, où nous avions colligé différentes expériences il y a 4 ans ou 5 ans maintenant, en focalisant sur la problématique de l'endométriose pelvienne profonde et en associant souvent des procédures complexes, associant différents praticiens, que ce soit des procédures sur le plan gynécologique et digestif, mais également sur le plan gynécologique et urinaire. Et bien évidemment, ce n'est qu'un registre, donc c'est une étude tout à fait observationnelle, sans pouvoir tirer de preuves, mais simplement sur des effectifs assez importants de shaving ou de résection rectale ou d'urétérolyse avec ou non réimplantation. La tendance qui avait été observée sur ces plus de 150 patients qui avaient donc des procédures complexes, on avait observé une tendance à une diminution en termes de laparoconversion, puisque sur cet effectif, une seule patiente avait été cellio-convertie ou laparoconvertie sur cet effectif. De la même manière, vous voyez ici sur ces différents sous-groupes d'atteinte rectale ou d'atteinte urinaire,
vous voyez qu'en termes de complications, lorsqu'on compare aux données de la littérature en célioscopie standard, il y a une tendance à une diminution de la morbidité, mais clairement, il n'est pas possible de tirer des conclusions au vu du design, bien sûr, de ce papier. Le deuxième point, en termes d'actuellement d'études ou de registres, autres registres et autres d'études comparatives. Il y a actuellement 2 seules études comparatives qui ont été publiées par l'équipe de l'ESAT. Cette première étude qui est ancienne, publiée il y a 7 ans maintenant, vous voyez, avec des effectifs très faibles, puisqu'on a 40 patients dans le groupe célioscopie standard versus 38 patients dans le groupe robotique, ou l'inverse, pardon. Clairement avec des procédures extrêmement diverses, et c'est ça toute la problématique de cette analyse comparative, c'est qu'on mêle des procédures complexes et des kystectomies cellio, mais clairement sur cette première étude comparative, il n'y avait pas de bénéfice patient prouvé, simplement une augmentation de la durée opératoire. Deuxième publication, 4 ou 5 ans après, avec des effectifs un peu plus importants, de la même manière, aucun bénéfice patient en termes de morbidité ou de questionnaire à qualité de vie n'est modifié par l'utilisation de la robotique. Et enfin, sur cette publication, vous voyez également d'autres registres, un deuxième registre de l'équipe de Rob Holloway, qui montre également, un petit peu comme la même tendance que pour le registre de la Société européenne, une diminution en termes de morbidité, avec des taux extrêmement faibles de morbidité, même pour des procédures complexes, avec des taux de fistule inférieurs à 2%, qu'elles soient digestives ou urétérales. Alors actuellement, et en particulier sur le territoire nord-américain, l'ASGA, donc l'American Society of Chirurgie laparoscopique, a bien clairement posé le débat en disant qu'actuellement, il n'y avait aucune étude qui permettait de mettre en avant des bénéfices patients sur cette indication seule. En termes de conclusion sur les différentes données que j'ai pu vous apporter aujourd'hui, c'est que du fait de la complexité des procédures, l'endométriose pelvienne profonde est probablement une indication de choix, même si à ce jour il n'y a pas de preuves scientifiques suffisantes pour pouvoir recommander cet équipement en routine, que la base de données de la Société européenne a montré 3 tendances, c'est donc une diminution du taux de la paroconversion et peut-être une amélioration en termes de morbidité, mais qu'il y a des contraintes matérielles qui sont liées au coût et également à l'encombrement de la machine. Donc nous continuons actuellement à collecter ces données au sein du groupe. La question suivante, c'est faut-il ou non acheter un robot? Bien évidemment, il y a des avantages technologiques qui sont indéniables. La seule chose, c'est que je pense qu'il est nécessaire de focaliser ces indications sur des indications sélectionnées, en particulier si des approches multidisciplinaires doivent être mises en organisation, en particulier des associations entre gynécologues et urologues, ou chirurgiens, gynécologues et digestifs. Et là, clairement, on peut y voir un avantage, en particulier justement pour réduire ce taux de laparotomie. Néanmoins, comparer la célioscopie standard à la célioscopie avec assistance robotisée, ça reste quand même un vrai challenge, et que le débat globalement est pollué par des problématiques marketing, puisque je vous le rappelle, actuellement la société intuitive a une situation de monopole, même s'il y a quelques nouveaux robots qui apparaissent. Et que probablement la question c'est est-ce que cet équipement permet une évolution, une progression en termes laparoscopiques en lien avec de nouvelles énergies comme le laser ou les ultrasons, et que probablement le Graal et l'évolution se fera surtout sur la combinaison des approches monotrocales associant à de la robotique. Et ça, c'est pas le futur, puisque ces équipements sont déjà actuellement dans le pipeline et vont vraisemblablement arriver sur le marché dans l'année ou les 2 ans qui suivent. Voilà, je vous remercie de votre attention. On va donc donner la parole à Étienne Vincent pour s'il veut dire 2 mots sur comment il vit le robot dans le service qu'il a repris au docteur Dibé. Plusieurs commentaires. L'un sur la NASA, en fait, ils ont une façon d'évaluer la procédure qui est assez intéressante, puisque en plus de l'efficacité, etc., en fait, il y a 2 questions qui reviennent très rarement dans les questionnaires de chirurgiens. C'est la frustration, c'est-à-dire est-ce qu'on a pu réaliser exactement ce qu'on voulait. Et je pense que cette notion elle est essentielle, parce que finalement, c'est l'histoire de part de chance, c'est-à-dire que si on a le meilleur outil avec le moins de frustration, je pense qu'on a fait le meilleur geste, quel qu'en soit, j'allais dire, l'issue. Et du coup, cette notion-là, je pense qu'elle est très importante. Et dans le choix des procédures, je pense que
La question c'est est-ce que tu préfères prendre le robot ou pas? Et si on répond oui, je pense que c'est une part de réponse sur l'instrument. Un commentaire sur la gestion des complications, je pense que c'est aussi essentiel, c'est-à-dire qu'on a un confort de prise en charge des complications qui est majeur, c'est-à-dire qu'on sans nouvelle installation, on est prêt à gérer un trou dans le rectum, une suture simple, faire une pleurétérale, l'implantation, etc. Et c'est vrai qu'on a une simplicité de gestion des complications qui est assez confortable. Et la dernière chose, c'est que nous, dans le service, on a vraiment on n'oppose pas le robot aux techniques. Je pense que ça nous a fait beaucoup progresser sur les films d'anatomie, sur les choses, etc. Donc on voit mieux, parce qu'on voit en 3D. Maintenant, les autres colonnes Célio, il y a eu aussi du 3D. On a à travailler plus statique, plus proche, plus anatomique, avec peut-être plus confortable aussi, mais il y a dans la NASA le confort de l'opérateur, enfin de la personne qui fait la procédure qui est important pour enchaîner les procédures, etc. Donc statique, etc. Pour le reproduire sur les autres procédures. Et je pense qu'il ne faut pas opposer. Et nous, ça nous a fait beaucoup progresser sur le reste. Voilà, plein de discussions. Le coût, c'est autre chose, quoi. Le coût, c'est autre chose, mais en termes de procédure, de qualité, etc., je pense qu'il ne faut pas forcément toujours attendre des preuves comparatives en termes de résultats, mais simplement en posant question au chirurgien, est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça te paraît plus simple en le faisant en robot, oui ou non? Ou avec d'autres procédures, je pense que c'est le chirurgien n'est pas un être comme les autres, il fera toujours au mieux, quoi, et pour lui, mais aussi pour la patiente. Merci beaucoup. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse effectivement un quart d'heure de discussion. Je vous demanderai seulement une seule chose, c'est qu'on évite une discussion financière sur le robot pendant 2 heures, parce que c'est toujours la même discussion, et je crois qu'on n'avancera pas tant qu'on n'aura pas les autres robots sur le marché. Moi, ce que je retiens de vos 3 exposés, c'est que peut-être qu'il faudra avoir un robot avec l'ultracision, avec le plasma jet, et que malheureusement les sociétés ne se parlent pas. Parce que il ne faut pas ne pas reconnaître qu'il y a quelque chose que n'a pas dit Pierre Collignet, c'est qu'en robot, non seulement on a la vision 3D, mais on l'a latérale en plus, puisqu'on descend beaucoup. Enfin, on a la vision devant, mais on peut mettre des instruments latéralement, ça c'est beau. Bien, Philippe Montupé pose une première question. Une démultipliée un peu, parce que les 2 communications, les 3, étaient vraiment très très intéressantes, enfin, de mon point de vue. Je suis chirurgien pédiatrique à Bicêtre. Et donc, utilisant tous ces instruments, certains depuis très longtemps, le début des années 90, pour des colectomies chez les tout petits enfants. Une autre, le plasma jet, que la semaine dernière en Pologne, j'ai vu présenter d'une équipe russe de Moscou sur une très large série, alors que c'est un matériel un peu récent. Et le robot, c'est quand même un peu une autre discussion. Donc mes questions portent premièrement sur la véracité et la pertinence de la diffusion de chaleur, c'est-à-dire sur des études vraiment fiables scientifiquement sur cette diffusion de chaleur. Pourquoi je pose cette question? C'est parce que quand on travaille dans un pelvis de 2 cm par 2 chez un petit enfant, c'est un souci premier. Il a été avéré que l'ultracision n'était pas sans diffusion de chaleur relativement importante dans une cavité restreinte. Il est aussi avéré que l'IGASHUR, qui a été un petit peu minoré dans la présentation, est très utilisé, et pour cette simple raison que l'instrumentation par l'IGASHUR a une configuration, une forme qui, sans être traumatisante, est plus fine et permet en particulier de faire des lobectomies pulmonaires chez les petits 3 mois. Cela donc en critique par rapport à la non-évolution de finesse des instruments de l'ultracision sur une période de plus de 20 ans, qui est un peu surprenant. Quant au plasma jet, les avantages en ont été très bien présentés et pensons à bien d'autres utilisations, comme les décortications pleurales, par exemple, en remplacement de l'introduction de corps étrangers comme le TAP. Donc ce sont des questions aux 2 premiers orateurs. Une question concernant la robotique, qui évidemment a un grand intérêt et un grand développement à venir en chirurgie pédiatrique. Je vais citer 2 exemples. Une utilisation assez régulière dans les pyéloplasties, et deuxièmement, une utilisation qui redevient démonstrative pour la chirurgie de la trésie des voies biliaires avec les dérivations type CASA, c'est-à-dire chez des tout petits enfants, une utilisation d'un énorme instrument non adapté, dont le brevet tombe en 2018, on le sait, après avoir été annoncé en 2017, et donc qui ouvrira beaucoup de perspectives. Mais ma question, c'est sur
Le chiffre encore bas, puisqu'il y a 3 ans, on avait 73 robots en France, aujourd'hui 100. Donc ça fait vraiment pas une dynamique importante par rapport à d'autres pays. Et l'un des freins à cette dynamique, en dehors du coût de ce matériel qui n'a absolument pas changé, le coût de sa maintenance qui est resté identique, c'est l'obligation par la compagnie de faire former les utilisateurs dans ces centres dédiés. Et comme vous avez dit être un formateur, ma question est directement à vous. Où vous êtes-vous formé, où formez-vous, et quel est le partenariat officiel avec la compagnie pour former les chirurgiens? Car s'il y a 50 robots dans le public, par exemple, parlons pas du privé, 50-50, ça veut dire que dans toute ville universitaire, il y a un robot. Et ça veut dire que le partage est encore insuffisamment bien conçu, surtout si l'on empêche ou si l'on rend prohibitif le coût qui est de 3 000 € pour 2 jours, la formation des utilisateurs. Voilà pour une question. Je voudrais quand même, si vous voulez, qu'on ne parte pas sur un débat, parce que ça serait vraiment une séance entière sur la formation du robot et l'argent du robot, mais on va peut-être en dire un mot. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, par contre, de très spécifique, parce qu'effectivement, dans cet exposé à côté du plasmagène et de Harmonique, il n'a pas été parlé du ligature. Et moi, je partage l'avis de Philippe Montcoupé, le ligature est un outil quand même extrêmement pratique avec des pinces très très fines. Quelle est ton opinion, Philippe, concernant l'évolution de l'harmonique qui a été, d'après M. Montcoupé, trop lente par rapport à la ligature? Je vous remercie déjà parce que c'est une question extrêmement importante. Donc pour recentrer le débat, on a essayé de faire une session endométrieuse. Moi personnellement, je suis un adepte de l'ultracision. Dans l'endométriose, quand j'opère un cancer de l'ovaire, j'utilise le ligature. Donc il faut surtout se garder d'opposer les deux techniques. Je ne suis pas un vendeur de l'ultracision. Je suis simplement un chirurgien qui a l'impression, pour les raisons que j'ai essayé de vous démontrer, la cavitation, la dissection, et alors j'ai pas dit que c'était le seul instrument, puisque Horace démontre très bien qu'il dissèque très bien l'endométriose, mais moi il me semble que c'est un instrument plus intéressant dans l'endométriose, pour l'endométriose digestive et urinaire, que le ligature. C'est pas du tout opposé au ligature. Maintenant je vais répondre à votre question sur la littérature. Il y a 3 papiers extrêmement importants qui ont démontré la diffusion thermique. Il y a un dont je me souviens, c'est Joe Amarat, il y en a 2 autres en faisant PubMed, je les ai dans mon ordinateur, mais peu importe. Et il semble quand même qu'il y ait une diffusion thermique beaucoup moindre qu'avec le ligature. Et 3e réponse à votre questionnement, qui est très important, j'apprécie beaucoup moi la question, c'est l'évolution. Vous n'avez pas raison de dire qu'il n'y a pas eu d'évolution, parce qu'il y a eu 2 évolutions majeures, enfin pour nous, dans notre pratique. On est passé de 5 mm de sealing, de soudure du vaisseau, à 7 mm, donc les instruments ont évolué, la courbure a évolué, et les ingénieurs ont fait quelque chose qui semblait totalement impossible, ils ont fait un angle, puisque maintenant il y a des instruments articulés. Et pourquoi c'était totalement impossible pour un physicien? C'était de penser que les ultrasons, je vous ai montré la vague qui descend le long d'instruments, allait pouvoir prendre le virage, ils ont réussi, alors avec des techniques que je suis bien incapable de vous expliquer, mais ils l'ont fait. Donc oui, il y a des évolutions, non, je ne suis pas un vendeur d'ultracision, et oui, il y a un intérêt à ligature, mais à mon avis dans d'autres indications pour les raisons que j'ai exposées. Mais c'est une très bonne question. Peut-être un petit mot quand même sur la formation des chirurgiens en robotique, parce que c'est important, puis après Horace dira un petit mot aussi sur le placement. Même si je suis formateur, pour avoir été sollicité à quelques reprises par la société pour les former, je partage tout à fait votre point de vue. Je pense que cette société s'octroie une autorité en termes de formateur et d'accréditation, alors que ce n'est pas son rôle. Et nous sommes universitaires et c'est à nous d'accréditer les chirurgiens et pas une société, quelle qu'elle soit. Ça pose bien sûr un problème, et vous l'avez dit, sur le plan de l'organisation, mais sur le plan de cette critique que vous avez formulée, je suis tout à fait votre avis. Je ne peux pas développer plus parce que sinon... Je me permets de dire un mot complémentaire au propos de Pierre. Moi j'organise des workshops avec Ultracision. J'ai pas l'impression que ça soit inutile pour les chirurgiens qui... on a 2 types de workshops, avec le malade et avec l'animal. On va à Nantes dans une école vétérinaire. C'est quand même... Il ne faut pas non plus faire les fausses vierges. C'est pratique d'avoir une compagnie qui amène les chirurgiens, qui leur paye les nuits d'hôtel et qui les ramène chez eux. Voilà, donc il faut aussi dire ça. Il y a une mise en place pratique qui est nécessaire et ce ne sera jamais l'université qui va payer ce type de déplacement. Voilà. Oui, mais c'est pas la compagnie à dire ce chirurgien est capable... On est d'accord. À toi, tu n'es pas sur une question financière sur le robot. Bon, ça va, tu peux poser. Non, moi je voulais demander, sauf si ce thème doit être abordé ultérieurement dans les exposés de la fin d'après-midi, est-ce que vous pouvez nous rappeler les indications de la chirurgie, où tous ces procédés ont probablement une place intéressante, dans les indications d'endométriose? Je pense que les indications sont différentes dans le rectal urinaire ou profond, où les douleurs me semblent être l'élément majeur. Alors, Monsieur Collinet, on a dit un petit mot. Mais vague. Donc. Si vous me permettez, c'est avec l'exposé qui va être très bien détaillé par Charles Chaperon, donc on va le laisser. C'est son. En fin de. Juste après. C'est l'exposé suivant, donc vous allez avoir la réponse à toutes vos questions de façon.
Est-ce qu'il y a des autres questions sur la technique? Oui, je pense qu'il y a encore probablement des progrès en termes de formation, parce que pour les chirurgiens digestifs, maintenant il existe un module obligatoire, tous les chirurgiens qui font leur accréditation, sur les sources d'énergie. Comment marche une bipolaire, comment marche une monopolaire, comment marche un bistouri innovant, je ne rentre pas dans les différents débats, parce qu'en réalité, ce sont des choses que nous utilisons, ce sont des matériaux que nous utilisons tous les jours, et finalement, la diffusion, on sait qu'il y a des risques, mais on sait mal les analyser parce qu'on ne comprend pas toujours bien les mécanismes. Donc la fédération, l'organisme d'accréditation des viscéraux, a créé un module absolument obligatoire pour tous les chirurgiens viscéraux qui existent. Alors c'est en général du privé, parce que c'est l'accréditation concerne plutôt les privés. Et je sais que d'autres spécialités sont intéressées par ces modules d'e-learning obligatoires. Bien, est-ce qu'il y a une autre question? Moi je voudrais vous poser maintenant la question. Oui, une remarque peut-être. Par rapport à... Attends, parce que comme c'est filmé, le micro à droite, oui. C'est juste une remarque, je peux parler fort si vous voulez. Non, parce que c'est enregistré. Je voulais juste faire une remarque qui n'est pas tout à fait en rapport avec la diffusion de la chaleur, mais avec la chaleur résiduelle après l'utilisation de l'instrument, dont on n'a pas parlé. C'est-à-dire quand on fait une laparotomie, on s'aperçoit, on se brûle quand on touche l'extrémité de l'instrument. Donc il y a une chaleur qui reste pendant quelques secondes. Et il est important de le souligner parce que lorsqu'on fait une dissection, parce que c'est un instrument qu'on utilise aussi en dissection, après la section sur un urtère, on peut créer des nécroses secondaires ou sur un rectum et avoir des soucis un peu à distance de la chirurgie. Et je pense que c'est important de le souligner aux plus jeunes, pour les plus jeunes, et qu'ils aient cette notion en tête parce que c'est pas de la diffusion, mais c'est de la chaleur résiduelle qui peut poser des problèmes. Je pense que tu as tout à fait raison de le dire. On le dit dans nos workshops, et effectivement, on a tous eu une plaie du grêle parce que l'instrument a touché sans qu'on s'en rende compte. Tu as tout à fait raison de le dire. Tout à fait. Et je profite pour souligner que l'instrument, la pièce en main de plasma, elle est toujours froide. Vous pouvez disséquer avec, elle est toujours froide. Une fois que la flamme est disparue, la pièce en main est froide. Calvoun a parlé de l'infiltration des tissus pour disséquer. Toi, tu as parlé de la cavitation, donc ça m'a fait penser. Est-ce que toi, tu crois que c'est notamment avec le plasmagène, ça peut être intéressant parfois d'injecter quelque chose en sous-péritonéal, ou ça complique les choses? Je ne l'ai jamais fait. Je pense que si c'est pour injecter un liquide, je pense que ça c'est pas utile parce que du coup l'énergie kinétique va projeter plein de gouttelettes d'eau qui vont gêner la vision. Deuxième question très technique, puisque oui, la deuxième question tu répondras en même temps, je pense. C'est, comme vous êtes tous des grands experts de la dissection des urtères à côté de l'endométriose, où vous en êtes de la mise en place d'une sonde pendant l'intervention dans l'urtère? J'ai mon opinion, mais j'aimerais bien la mettre à vôtre. Alors, je vais juste dire un mot complémentaire sur ta première question. Effectivement, l'infiltration qu'on utilise beaucoup dans la chirurgie vaginale du prolapsus, c'est qu'il y a un intérêt parce qu'on a a priori deux tissus sains, certes abîmés par la faiblesse du collagène, mais là c'est fantastique et c'est très intéressant. Autant dans l'endométriose, je crois que c'est par le vent, parce que Horace l'a bien montré, ces tissus sont complètement agglutinés, et je crois vraiment que l'eau, outre le fait qu'on en pulvérisera partout après, n'est pas... voilà, ça s'y prête pas. Tu veux dire un mot? Juste un petit complément, je pense que je suis tout à fait d'accord, par des injections intrapéritonales, je ne vois pas l'intérêt. Par contre, quand on fait des abords mixtes, peut-être pas avec le plasma, mais moi je garde un intérêt à faire une infiltration vaginale au pourtour de la lésion, justement pour faciliter la dissection. Je vais répondre sur la sonde double J. Alors sur la sonde double J, clairement on pose la sonde uniquement s'il y a une dilatation piélo-calicielle dans le but de drainer le rein, mais pas pour optimiser les conditions chirurgicales. Même réponse. On travaille avec les urologues, hein, c'est eux qui nous disent. Il y a une dernière question d'Hervé, puis on va passer ensuite à la question suivante. On a parlé du ligation, de l'ultracision, mais il y a un instrument qui fait le mixte. Le Thunderbit. Donc, quelle est ton opinion, ou votre opinion, sur l'emploi de l'un ou l'autre? Parce que là, quelque part, on a l'instrument qui fait le mixte. Alors, on a une expérience commune avec Hervé parce qu'on fait des workshops ensemble. Il vient opérer à Angers, je viens opérer à KB. Donc, effectivement, vous avez le Thunderbit, nous, on ne l'a pas. Nous, on a l'impression que la cavitation est de moins bonne qualité avec le Thunderbit. Par contre, c'est vrai que la coagulation bipolaire est d'excellente qualité et que, oui, c'est sûrement un élément important et un atout, oui, bien sûr. Mais après, bon, à la limite, tu veux compléter? Un tout petit commentaire, parce qu'on qu'on a eu l'occasion
de l'utiliser il y a fort longtemps, et j'avoue que l'effet thermique collatéral nous paraissait très 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 important, ce qui nous a fait renoncer à son utilisation, alors que, effectivement, comme tu le soulignes, c'est un appareil qui mixte les avantages de deux techniques. Donc, et pour ceux, on a eu des expériences qui ont été partagées, notamment de fistules urétérales post-utilisation très proches, alors qu'on le fait volontiers avec le plasma-jet ou encore avec l'harmonique. Moi, je voudrais terminer sur un commentaire, puisqu'on essaye à l'Académie, notamment sous l'influence de Philippe Marr, de recevoir des chirurgiens qui ne sont pas tous avec des gros moyens universitaires. Finalement, la stratégie pour choisir l'instrument n'est pas facile. Et moi, je retiendrai quand même une chose qui est importante quand on discute sur on ne peut pas acheter les 4 ou les 5, sauf dans des énormes structures. D'abord, je crois qu'il faut mutualiser l'utilisation des choses, et notamment, tu l'as très bien dit pour le robot. Et la deuxième chose, tu l'as très bien dit aussi, c'est que finalement, il y a une courbe d'apprentissage et il faut peut-être faire ce qu'on sait faire. Et maintenant, je crois quelque chose de très nouveau, c'est qu'il y a des outils et il faut savoir les utiliser. Et donc, on a les vendeurs qui viennent et qui voudraient qu'on ait tous les outils dans un bloc opératoire. Alors, le problème financier fait qu'on ne peut pas avoir tous les outils. Et je ne sais pas comment vous êtes en chirurgie digestive, par exemple, mais il y a un choix. Bon, je décide ligachure, je décide harmonique, et tout ça est fonction de la chirurgie. Je suis chirurgien pédiatre, je choisis tel modèle d'appareil. Et ça, c'est un vrai problème, puisqu'on ne peut pas tout avoir en dehors de centres qui ont des démonstrations, sauf si on partage les blocs opératoires. Je crois, quelle est la tendance générale? Il y a tout à Rouen. Non, il n'y a pas du tout, non, pas du tout. Surtout que notre bloc opératoire est séparé, donc on ne fait pas partie d'un bloc central, donc on se débrouille avec ultracision, plasma, colonne 3D, etc. Par contre, nous n'avons pas tant d'arbitres et nous n'avons pas de ligature. Je crois que ce qu'on peut dire pour compléter ta réponse, c'est que quand on est centre formateur, on a quand même plus de moyens, ça aide. Parce qu'effectivement, les sociétés viennent déposer des appareils moins chers, enfin, c'est quand même aussi un facteur d'attractivité.